Je vais essayer de te parler d'un sujet où le taux de conneries que tu entends est hallucinant. On va parler d'obésité. Alors j'espère juste une chose, c'est que à la fin de vidéo, tu aies compris à quel point ce dont je vais te parler est compliqué, et que ta seule conclusion en fait, c'est qu'on ne connaît pas assez de choses pour savoir traiter l'obésité avec certitude. Traitement pourtant nécessaire, d'une part parce que lié à ton surpoids, on observe une augmentation forte de plein de troubles biologiques tels que le diabète, les cancers, et qu'en plus cela touche énormément de monde dans nos sociétés occidentales. Il y a donc plein de chercheurs, États, professionnels qui ont décidé de se lancer dans la lutte contre l'obésité, avec plein de solutions miracles qui bizarrement ne font aucun miracle, voire empirent l'obésité. J'en ai déjà parlé vite fait dans ma vidéo sur les régimes, mais cette vidéo est plus complète. Tu peux donc choisir celle que tu veux partager, la courte simpliste ou la longue plus précise. Donc, dans un premier temps, je vais t'expliquer quelques faits sur comment notre corps gère notre poids, parce que cela sera plus facile de t'expliquer ensuite la deuxième partie, les différentes pistes employées pour lutter contre l'obésité. Donc avant de me lancer, je vais te parler du travail fait par ces magnifiques chercheurs qui ont décidé de compiler les facteurs qui vont créer l'obésité chez un individu et de les compiler dans un schéma que voilà. Voilà, si tu veux comprendre pourquoi une personne est obèse, tu remplis toutes les cases et peut-être que tu comprendras pourquoi une personne est obèse. Et encore, cela signifierait que ce schéma représente la vérité, sauf que cela représente juste nos connaissances actuelles du fonctionnement du corps, et on est loin de tout savoir. Conclusion, si quelqu'un te dit qu'il sait comment notre corps marche et qu'il sait comment faire disparaître ton obésité, il te ment, clairement. Au mieux, tu auras un professionnel qui connaît pas mal des mécanismes nutritifs et qui va essayer de les adapter au mieux à ton cas. Mais il n'y a aucune vérité claire et nette là-dessus actuellement. Donc, c'est tellement complexe qu'il est possible que quand je te parle d'une expérience, t'as un chercheur à côté qui aura fait une autre expérience à peu près pareille qui va dire le contraire. Ça veut donc dire, dans ces cas, qu'il y a un facteur non prévu par les chercheurs qui vient modifier le résultat, et c'est souvent le cas dans les études sur la nutrition. Donc pour bien t'expliquer les pistes de lutte contre l'obésité, on va prendre le temps de comprendre comment ton corps y gère ton poids. Et les chercheurs, ils ont proposé plusieurs modèles. La première idée s'appelle le modèle du set point. L'idée serait que ton corps envoie des informations à ton cerveau sur ton niveau de graisse, et ensuite ton hypothalamus t'enverrait des signaux de faim en fonction de si tu as trop de graisse ou pas de graisse en toi. L'idée dans ce modèle, c'est que ton poids est fortement réglé par la biologie. Le problème de ce modèle, c'est qu'il n'explique pas la forte augmentation du poids dans la population occidentale, car si ce système marchait bien, les gens trop en surpoids ne mangeraient quasiment rien, tellement ils n'auraient pas faim, et le poids se régulerait de lui-même plus facilement. De plus, on note que plein d'expériences ne peuvent être expliquées par ce modèle. Donc les gens, ils ont proposé le modèle du settling point. Là, en fait, ce qui se passerait, ce serait que ton corps chercherait juste à équilibrer les entrées et les sorties d'énergie. Donc ta régulation de ton poids, elle ne vient pas de l'envoi d'infos de ta graisse, mais viendrait d'un calcul que fait ton cerveau entre ce que tu manges et ce que tu dépenses. Si tu dépenses beaucoup, ton cerveau te ferait manger beaucoup, et inversement. Ce modèle expliquerait plus facilement l'obésité. Par exemple, tu bouffes comme un porc à Noël et tu prends 2 kilos. Mais comme ce qui t'intéresse, ton corps, ce qu'il veut lui, c'est pas ton poids, mais qu'il l'équilibre entre l'entrée et la dépense, eh bien tu vas rester avec 2 kilos de plus, car en février, tu auras repris un équilibre entre les entrées et les sorties, donc ça va à ton corps. Ce modèle explique mieux l'apparition de l'obésité, mais il explique très mal la part génétique dans ton poids, et n'explique pas certaines compulsions alimentaires. Par exemple, selon ce modèle, si tu fais un gros régime restrictif, tu perds 20 kilos, il suffirait après de rééquilibrer entrée et sortie, et pouf, tu maintiens ton poids. Sauf que non, après une forte privation, on voit souvent une explosion des entrées de nourriture et une obsession pour la nourriture. Donc les chercheurs, ils ont fait un mélange des deux modèles. En fait, tu n'aurais pas un set point de poids clair et précis, tu aurais en fait une tranche de poids vers laquelle ton corps y tendrait, et qui varierait fortement entre les individus. Et cette tranche serait biologiquement déterminée. Les facteurs extérieurs environnementaux, ils moduleraient énormément ce poids dans cette tranche, et là où on expliquerait l'obésité, c'est qu'en fait, la part en toi biologique, ton plafond de poids génétiquement déterminé, il serait en fait trop faible et pourrait être pété par des facteurs de ton environnement, comme une bouffe trop riche ou des problèmes de comportement alimentaire. Par contre, quand tu essaies de passer en dessous du poids que ton cerveau aime, là les mécanismes seraient très forts, les mécanismes biologiques, et donc t'empêcheraient de maigrir.
Donc en fait, ici, on a un mélange des deux modèles. On aurait une part génétique de ton poids où ton corps est à l'aise, sauf que le plancher serait très solide, et donc ton corps réagirait très fortement à une baisse drastique de ton poids pour que tu en reprennes vite, et que le plafond serait assez faible, et que donc que ton environnement pourrait facilement venir péter le système de base, qui te ferait ne pas prendre trop de poids, pour rester dans tes tranches de poids de base. Ça expliquerait l'obésité, mais aussi le fait que ton corps puisse tendre aussi vers un poids d'équilibre. Voilà, donc comme je disais, comment ton corps régule ton poids, on n'en sait rien exactement, et il y a d'autres modèles que ceux que je viens de t'exposer. Et rien n'empêche que le fonctionnement d'une personne, en plus, soit différente de celle d'une autre personne sur certains paramètres. Par exemple, l'une des hormones qui régule ta faim, c'est la leptine. Et on a montré que chez le rat, la leptine régule la faim si le rat est trop gras. Ces cellules adipeuses, ces cellules de graisse, vont produire pas mal de leptine s'il est trop gros, il aura moins faim, il va maigrir. Un peu comme le modèle du set point l'explique. Sauf que chez les personnes obèses, on voit qu'ils ne sont pas sensibles à cette leptine. Donc l'un des mécanismes biologiques qui est censé réguler leur poids en diminuant leur faim, selon le gras de leur corps, ne marche pas. Si on résume ces modèles, en fait, tous sont encore trop simplistes et ne prennent pas en compte toutes les données. Bon, avant de se lancer sur les pistes sur l'obésité, j'ai encore quelques faits à t'expliquer. On prend ton cerveau. Il y a plusieurs fonctions à comprendre. D'une part, tu as la gestion de tes besoins énergétiques qui contrôle ta faim, ton impression d'avoir assez mangé, c'est-à-dire en fait ta satiété. Ensuite, tu as ton système de plaisir qui est connecté à tes besoins. On a remarqué par exemple que plus tu prends du plaisir en mangeant, moins tu as faim par la suite. Parce que ton corps a mieux compris qu'il avait mangé. Ensuite, tu as un système de recherche, en anglais on appelle ça le système du wanting. C'est celui qui te met à la recherche des éléments que ton cerveau souhaite. Par exemple, tu as très faim, donc ton cerveau se met à vouloir de la nourriture, et alors tu deviens plus sensible à la nourriture et ton cerveau dirige son attention dessus, ce qui peut donner des obsessions pour la nourriture. Pendant longtemps, on a lié le wanting et le liking, sauf qu'on a compris qu'en fait les deux sont indépendants, qui sont pas liés par le même système biologique, et qu'on peut même rechercher très très activement comme un addict des choses que l'on va pourtant détester. Ensuite, tu as ton système exécutif, avec des fonctions avancées de ton cerveau comme le contrôle de soi, l'inhibition. Donc, dans un monde parfait, tout travaille bien ensemble, tu aurais besoin de prendre de l'énergie. Ton cerveau se met en recherche, tu bouffes, t'es content et tu n'as plus faim et tout se régule bien. Sauf qu'il y a plein de choses qui vont clocher. Déjà, tu vois que des fois, des gens, ils essaient de contrôler leur faim. Ils essaient de contrôler ce que leur cerveau recherche. Et on remarque que cela donne chez la plupart des gens, c'est que cela va augmenter la réponse de recherche de ton cerveau qui va devenir obsédé par le fait de bouffer, et que rien que le fait que tu essaies de contrôler la bouffe va créer des compulsions alimentaires. Donc ne pas écouter tes besoins entraîne des modifications physiologiques qui vont te faire grossir sur le long terme, en te faisant manger plus. Et on s'arrête pas juste là. En plus, t'as bien remarqué que des fois tu n'as pas faim, et tu manges le gâteau que t'as devant toi. On appelle ça une faim hédonique. Et en théorie, on se dit alors que tu devrais te retenir de manger quand t'as pas faim. Sauf qu'on a remarqué que si tu essaies de bloquer ton cerveau qui recherche le gâteau, tu risques aussi de créer une compulsion et avoir ton corps qui va se rébeller. Donc en gros, ton cerveau, il est en général plus fort que toi. Il y a des rares cas où le système de contrôle, il gère tout sans problème, sans compulsion, ce sont les anorexiques. Donc imagine ce que c'est d'être obèse. D'une part, t'as ton système de faim qui est flingué, car ton insensibilité à la leptine ne lui fait pas comprendre que tu as plein de graisse dans ton corps. Donc t'as autant faim que les autres, voire plus. Ton cerveau est alors en recherche de bouffe, et là les expériences montrent que la recherche de bouffe est plus importante chez les personnes obèses. En plus, on sait que si tu essaies de te retenir et de retenir tout ça en te forçant à pas manger, tu vas créer des compulsions et tu vas bouffer comme un porc. Donc, on est dans la merde en tant qu'obèse, car si tu écoutes ton corps, il ne se régule pas et te fait manger n'importe comment. Et si tu essaies de te contrôler, il se rebelle et te fait manger n'importe comment. Évidemment, si tu regardes tous les articles, tu verras que c'est encore plus compliqué que ça. Mais je pense que t'expliquer cela t'aura permis de comprendre l'impasse dans laquelle est un obèse. Si tu changes rien à ta vie, tu finis par rester obèse. Et si tu essaies de contrôler ton comportement alimentaire, tu restes obèse dans quasiment tous les cas. Maintenant que tu as compris le problème, on va voir les solutions que l'on aurait. La première piste que les gens ont explorée, c'est la restriction calorique. En gros, tu prends moins de nourriture que ce que tu fais d'habitude, et donc tu perds du poids. En gros, tu manges moins. Ça paraît logique, si pour perdre du poids, il faut que tu dépenses plus d'énergie que tu n'en prends, et bien ça devrait marcher. C'est vrai qu'ils sont cons, les obèses, ils ont juste pas pensé à manger moins. Ça alors? En fait si, la plupart ont pensé à manger moins, sauf qu'en fait c'est juste que ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? C'est parce que quand tu réduis ta source d'énergie, ton corps va mettre en place des mécanismes compensatoires pour justement que tu perdes pas de poids. Par exemple, avec juste 10% d'énergie en moins par jour,
ton corps il comprend qu'il y a un bint, il va commencer alors à réduire le coût de ton métabolisme pour que tu dépenses moins. C'est comme quand je te parlais du settling point, ton corps il cherche l'équilibre entrée-sortie, donc tu réduis les entrées, il réduit les sorties. Une autre modification est qu'en réduisant les entrées, ton cerveau va demander des nourritures plus riches, ce qui va en fait pas être bon pour ton équilibre, on va le voir dans 2 minutes. En gros, pour maigrir il suffit de manger moins, c'est une mauvaise idée car ton corps il va essayer de compenser la perte d'énergie. Et c'est pourtant la recommandation de beaucoup de régimes, d'où la catastrophe astronomique des régimes sur la santé des gens, comme je t'ai expliqué sur la vidéo dessus. Plus tu essaies de réduire le nombre de calories, plus tu détraques ton système vers l'apathie et la nourriture grasse et sucrée et riche. Une deuxième piste que les gens ont investiguée, c'est pas la quantité de calories ingérées, mais la qualité de la nourriture. L'idée, c'est que plus tu manges une nourriture densément calorique, plus ça détraque ton système de régulation de ton corps. L'idée vient d'expériences sur la souris où on leur fournissait une nourriture fortement concentrée en calories et on voyait une augmentation de leur poids et une appétence de plus en plus forte pour les nourritures riches. On leur reproposait ensuite une nourriture de base et elles reprenaient une régulation de leur poids normal et perdaient leur poids spontanément. Conclusion de ce type de recherche, plus tu manges une alimentation à forte valeur calorifique, moins ton cerveau se régule. Cela expliquerait, selon les chercheurs, pourquoi on trouve plus de personnes obèses chez les gens pauvres, car la nourriture peu chère a tendance à contenir plus de calories par gramme, et donc ça détraque plus la régulation énergétique des personnes qui les mangent, dont les pauvres. Les mécanismes derrière tout ça, ils sont encore recherchés. Par exemple, on essaie de comprendre le rôle du sucre dans tes fonctions cognitives, et on remarque qu'une prise de sucre importante baisse les performances des gens qui ont un trouble attentionnel. Et certains pensent que le sucre en trop grande quantité dans ton alimentation crée un cercle vicieux où le contrôle de ton appétit serait déréglé par le sucre, ce qui te ferait prendre encore plus de sucre et ce qui déréglerait encore plus la gestion de ton appétit. Alors je précise bien, ici l'idée c'est pas de regarder tous les emballages pour prendre le moins calorique, le moins lipidique, le moins sucré. Le but c'est pas de remplacer le yaourt à 200 calories par un yaourt à 50 calories, car là t'es en manque de 150 calories et ça revient à te priver, et on a vu que ça marchait pas. Le but c'est de rechercher les 200 calories mais dans plus de nourriture à moins de concentration calorifique. C'est un peu ce que l'on te propose quand on te parle de manger équilibré, car du coup tu rentres moins dans les cercles vicieux qui dérégulent ton appétit. Troisième idée, c'est l'activité physique. Toujours dans la logique de faire une différence entre tes apports et tes sorties. Bon, en théorie l'idée est bonne, en pratique c'est beaucoup plus compliqué qu'on croit. En fait c'est toujours pareil, si tu augmentes les sorties, ton cerveau va chercher l'équilibre et augmenter les entrées. Et encore ça, ce mécanisme, il n'est pas encore bien connu, je te laisse un article pour que tu vois que c'est encore plus compliqué que ce que je vais t'expliquer. Donc selon cette logique, le sport ça servira à rien pour la perte de poids. Et l'argument, oui mais tu fais du muscle donc ça coûte plus d'énergie donc tu maigris, ben non ça marche pas non plus parce que ton corps il s'adapte, il bouffe en fonction de la dépense de tes muscles. Par contre on a remarqué qu'à partir d'un certain nombre de dépenses d'énergie, ton corps ne s'adapte plus assez pour compenser la sortie d'énergie et que donc là le sport commence à t'aider à te faire perdre du poids. Et donc ils ont tenté de calculer combien il fallait faire de sport pour que ça commence à te faire perdre du poids, et on arrive à un chiffre de 3-4 heures de sport hebdomadaire d'intensité moyenne, pour que cela t'aide à perdre du poids. Donc bonne chance pour y arriver si t'as un boulot prenant ou des enfants. Est-ce que ça veut dire qu'en dessous ça sert à rien de faire du sport? Ben non, parce qu'une activité physique au moins ça t'aide à limiter les dégâts sur ton cœur, par exemple de la graisse. Mais il faut pas compter dessus pour perdre du poids si tu t'y investis pas énormément, il faut l'utiliser pour autre chose. Donc ça, c'est les 3 pistes principales que l'on utilise depuis des dizaines d'années, et souvent les chercheurs les renient sous l'appellation de Lifestyle Intervention, qui permettent effectivement de faire perdre presque 10% de leur poids aux obèses, qu'ils auront repris 5 ans après avec ces interventions. Conclusion, si tu comptes faire maigrir un obèse avec mange moins, mange mieux et bouge plus, ça va foirer. Chaque mot de la phrase que je vais dire est important. Manger moins, manger mieux et bouger plus seul ne sert à rien pour les obèses. Je ne dis pas que cela sert à rien du tout, je dis juste qu'il faut aussi aller chercher ailleurs le traitement de l'obésité en complément et qu'il y a d'autres choses à prendre dans ton comportement alimentaire pour rendre cela efficace. Donc les chercheurs, du coup, comme ça marchait pas assez, ils ont cherché d'autres voies. La 4e voie, c'est l'utilisation des hormones liées à l'appétit, plus particulièrement les peptides, dont font partie les leptines. Comme chez les obèses, on observe par exemple une insensibilité aux leptines, qui est un type de peptide, ce qui augmente trop fortement leur appétit. On pourrait leur balancer plein de leptines pour que leur appétit soit régulé, comme une personne lambda, et ils perdraient alors du poids. Le problème, c'est qu'une hormone dans ton corps, elle a toujours impliqué dans 10 000 processus. La leptine, par exemple, on l'utilise aussi pour nos fonctions reproductives.
Donc c'est toujours très compliqué de mettre en place de tels traitements, mais c'est une piste qui paraît de plus en plus utile au fur et à mesure qu'on comprend qu'une personne obèse, elle traite pas les petits appétits comme une personne lambda, et qu'il y a déjà des dérèglements dans son appétit qui lui donnent plus envie que les personnes lambda. La 5e piste, c'est les chirurgies bariatriques. Alors, t'en as 3 types. Le bypass, où l'on modifie ton système digestif mécaniquement, la sleeve, où l'on t'enlève une partie de ton estomac, et l'anogastrique, qui réduit les entrées dans ton estomac. Actuellement, c'est la méthode qui a eu les résultats les plus importants, avec en moyenne 20 à 30% de perte de poids. Le problème, c'est que pas mal des patients opérés reprennent du poids, et le résultat est assez logique, vu que l'on a vu que le comportement alimentaire, c'est multifactoriel. Donc c'est une méthode efficace contre l'obésité, mais il faut faire attention à pas croire que ça fait des miracles, le poids peut se reprendre après. C'est pas une opération à prendre à la légère et on peut pas rêver les résultats. La 6e piste, c'est l'alimentation intuitive. Alors, l'idée de l'alimentation intuitive, c'est de diriger ton comportement alimentaire en fonction de tes sensations internes, comme par exemple tes signaux de faim. Le but premier de pas mal des programmes d'alimentation intuitive, c'est pas de perdre du poids, mais plutôt d'avoir un rapport différent à la nourriture et de réduire les comportements alimentaires anormaux comme l'hyperphagie ou la boulimie. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que ça fout sur la vidéo sur l'obésité du coup? Puisque les obèses, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils perdent du poids. Eh bien, c'est parce que dans pas mal de ces programmes, les gens ils perdent du poids ou n'en prennent pas. Ce qui est pas mal, car si une personne obèse n'avait pas pris de poids, elle ne serait pas obèse. Et là, tu vas me dire, c'est pas logique. Puisque les obèses, ils ont un appétit trop fort, qu'en plus ils ont une faim hédonique plus forte. Normalement, s'ils écoutent leurs sensations, ils vont grossir encore plus. Eh bien en fait, il y a plusieurs pistes explicatives qui feraient qu'avec l'alimentation intuitive, des gens perdent du poids. La première, c'est que de retenir et de contrôler ta nourriture augmente le risque de compulsion et donc de gros craquages sur la bouffe. Imagine, toute la journée, t'es entouré de magnifiques gâteaux et t'as vachement envie d'en manger. Eh bien si tu passes toute ta journée à essayer de te contrôler, on sait qu'à un moment donné, ton système de recherche de bouffe, il va péter, il va te faire jeter sur tous les gâteaux. Et tu finis par bouffer énormément et prendre du poids. Donc l'idée de l'alimentation intuitive va te réguler, car si tu sens que tu veux le gâteau, tu vas le manger et tu n'as pas de compulsion par la suite. Donc plus tu acceptes de manger, moins tu manges au final. Et là tu vas me dire, oui mais si je bouffe comme ça, je vais bouffer tous les gâteaux. Je pourrais pas me retenir de bouffer tous les gâteaux, et mon corps il va me dire de bouffer tous les gâteaux, et je serai obèse. Eh bien non. Car l'alimentation intuitive, elle se centre aussi sur tes sensations quand tu manges, ce qui va modifier ta façon de manger. Sache que si tu manges devant la télé, tu vas manger plus que si tu mangeais sans la regarder. Et tu vas manger encore plus au repas d'après. Si tu manges avec des gens, tu augmentes ta prise alimentaire de 24% à peu près. Et pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que ta faim, elle est régulée fortement par tes sensations buccales et par ton plaisir. Donc plus tu te concentres sur ce que tu manges, plus tu fais comprendre à ton cerveau que tu es en train de répondre à ses besoins, et moins tu manges. C'est pour ça que tu retrouves plein de méthodes de méditation dans les programmes alimentaires, justement pour apprendre à te comprendre ce que tu manges, à sentir ce que tu manges, ça va modifier ton rapport à la bouffe, parce que tu vois bien qu'à l'apéro, tu bouffes tous les gâteaux, mais si tu te concentrais dessus, tu te rendrais compte que les biscuits apéro, c'est quand même sacrément dégueu. Et effectivement, ce qu'on observe souvent, c'est qu'à force de se concentrer sur un certain type de bouffe, tu t'en écœures. Parce qu'au bout d'un moment, ton cerveau comprend que c'est bon, t'as eu ta dose. Donc, pour lutter contre l'obésité, l'alimentation intuitive, elle a permis de comprendre que tu pourrais aussi le faire en prenant le temps de manger, de te faire plaisir, et de pas te retrouver à bouffer comme un porc sans même faire attention à ce que tu manges. Parce qu'on sait très bien comment ça se passe quand tu fais gaffe à la bouffe chez toi. Après, dès que ta femme elle a le dos tourné, tu vas bouffer toute la plaquette de chocolat à toute vitesse. Dans l'alimentation intuitive, le but c'est de changer ton comportement en te faisant bouffer avec plaisir ton chocolat en l'assumant pour éviter la compulsion derrière, et que ton cerveau comprenne bien que tu as mangé. Et la dernière piste pour lutter contre l'obésité, c'est les psychothérapies. Ok, déjà, si tu prends les hyperphages boulimiques, on les trouve fortement chez les obèses. Ensuite, t'as la dépression qui détruit ta régulation alimentaire. Puis t'as tous les psychotropes qui modifient ton poids. Donc à la base, la pathologie psy, ça aide pas ton poids. Mais le plus important, ce qui concerne tout le monde, c'est que plus le stress est important, plus les chances de prendre du poids sont importantes. Le stress, c'est un facteur très important dans la prise de poids et qui a été pas mal étudié. Par exemple, dans la prise de poids liée à l'arrêt de la cigarette, on a remarqué que le stress qui augmente avec l'arrêt de la cigarette augmentait ta prise alimentaire. C'est pas juste une question de la cigarette, ça coupe faim. Aussi, le fait qu'on se foute de ta gueule quand t'es gros augmente ton stress et ta prise alimentaire. Donc, t'es gros, on se fout de ta gueule, t'es encore plus gros. Par contre, le stress lié à la pauvreté ne serait pas le facteur qui augmenterait la prise de poids chez les pauvres. Donc, le poids plus fort chez les gens qui ont peu de sous, ce serait surtout lié à la qualité de la nourriture qu'ils achètent. Plus riche et donc plus déréglante pour ton appétit. Un autre facteur important, c'est le fait de réfléchir en tout ou rien. Ça joue sur la prise de poids. Logique.
Tu prends une personne qui est nuancée. Elle bouffe correctement, mais elle fait un gros repas de Noël. Bon, elle continue sa vie et spontanément, la plupart du temps, son corps se régule ensuite par la suite. Prenons une personne qui est en tout ou rien. Donc elle bouffe beaucoup, elle se dit que c'est horrible, qu'elle a foutu sa ligne en l'air, donc elle se limite, ce qui crée des compulsions. Elle se sent coupable, donc augmente son stress et un mauvais rapport à la nourriture. Elle a pas de plaisir et pouf, plus de chances de prendre du poids. Pareil pour le sport. Si tout à l'heure, quand je t'ai parlé du sport, tu t'es dit « Ah bah du coup, moi je fais pas 3 heures de sport, donc ça sert à rien, donc je vais arrêter. » Bah tu fonctionnes en tout ou rien. Car même si c'est 1 heure, bah ça aide ton corps dans plein d'aspects, et en plus ça t'entraînera pour le jour où tu auras envie d'augmenter les doses. C'est plus facile de monter en haut de la montagne si tu as déjà fait une partie de la montagne. Donc essayer de maigrir, ça va passer par une réorganisation de ta vie pour moins de stress, ce qui parfois prend du temps quand tu as des traumas ou une mauvaise gestion de ta personnalité. Voilà à peu près toutes les pistes que j'ai pu trouver. Donc je vais te résumer. Donc l'obésité, c'est un phénomène excessivement complexe qui est relié à énormément de facteurs. Actuellement, ce que l'on sait, c'est que les obèses ont une modification de la régulation de leur appétit liée à la génétique, les nourritures trop riches, un comportement alimentaire compulsif, une activité physique faible et une vie trop stressante. Et je te cache pas que cela revient chez pas mal de chercheurs, ce sont des facteurs liés à la civilisation occidentale. Donc attention à ne pas lier l'obésité à un simple comportement individuel, alors que la façon dont est organisée la société fait tout pour augmenter la proportion d'obèses. Elle augmente d'autant plus que ce qu'on se conseille aux gens pour maigrir, c'est de contrôler leur appétit et leurs pulsions, ce qui ne marche que dans de très rares cas et les rend encore plus gros. En plus, comme personne ne comprend rien, on les traite de gros faiblards qui sont pas foutus de se contrôler, ce qui les rend encore plus gros. Est-ce que ça veut dire qu'être obèse, c'est être foutu? Non, parce que t'as plein d'approches qui se développent, mais aucune n'y arrive correctement seule, et les pistes doivent être toutes mélangées et prises en compte pour y arriver. En tout cas, j'espère que tu auras pu comprendre à quel point c'est compliqué et qu'on peut pas simplement juger les obèses sur leur poids. En attendant qu'on en reparle, si tu as envie d'être informé sur plein d'autres problèmes liés à la psychologie, bah tu peux cliquer partout sur les liens ici. Voilà, bonne journée.